Williams, bonjour à tous et ravi de vous retrouver. C'est l'heure du morning sur i24 News. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Tel Aviv sur Seine, c'est aujourd'hui l'opération organisée par la mairie de Paris qui a suscité tant de controverses en France ces dernières semaines. La polémique ne désenfle pas et plusieurs associations ont annoncé vouloir manifester en marge de l'événement. Le projet a par ailleurs été soutenu totalement par le gouvernement et la mairie de Paris. Incendie spectaculaire à Tianjin en Chine. La ville portuaire a été secouée hier par plusieurs impressionnantes explosions. Le bilan provisoire est de 17 morts et de plus de 400 blessés. Campagne électorale américaine, Jeb Bush passe à l'attaque et fustige Hillary Clinton. Pour le candidat républicain, c'est elle et l'administration Obama qui sont responsables de la montée du groupe État islamique en Irak. Et vous partez en vacances et votre vol a du retard, pas d'inquiétude, on vous donne la liste des aéroports les plus extravagants du monde, là où vous pourrez par exemple jouer au golf avant de prendre l'avion. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Il est à 8 h à Tel Aviv. Tel Aviv sur Seine, où comment un événement qui se voulait culturel et festif a pris ces dernières semaines en accent purement politique. En quelques jours, les déclarations de certains responsables politiques suivies par un florilège d'attaques sur les réseaux sociaux ont fait de cet événement une polémique. Mais le gouvernement français et la mairie de Paris ont tenu à maintenir l'opération Tel Aviv sur Seine, à laquelle Manuel Valls a apporté hier son soutien total. Les détails avec Sola Lazeroual. Tel Aviv sur Seine aura bien lieu ce jeudi à Paris. Aménagé en plage comme chaque été, les quais de Seine accueillent l'initiative de la mairie de Paris. Très critiqué, l'événement a déchaîné les passions et les dérapages antisémites, notamment sur les réseaux sociaux. En cause, le conflit israélo-palestinien. Danielle Simonet, conseillère de Paris, dénonce le cynisme de l'organisation d'une telle journée qui atteint les sommets de l'indécence. Madame la maire de Paris a choisi de répondre à la polémique. Dans une tribune intitulée « Pourquoi nous accueillons Tel Aviv à Paris-Plage ?», Anne Hidalgo défend une ville progressiste avec laquelle il faut échanger plutôt que boycotter. Elle écrit « En invitant Tel Aviv sur les berges de la Seine le 13 août, Paris est fidèle tout à la fois à l'aspect ludique de Paris-Plage et à ses valeurs d'échange et de tolérance. Notre ville contribue ainsi à une culture de paix et à dépasser les préjugés. » En marge de l'événement, des associations pro-palestiniennes ont appelé à manifester. Pour assurer la sécurité, un dispositif renforcé est mis en place. Au niveau le plus élevé depuis les attentats de janvier, le plan Vigipirate est repassé au statut d'alerte attentat. Près de 500 policiers et gendarmes français vont être déployés afin de prévenir tout trouble à l'ordre public. Voilà, on en parle tout de suite avec Lionel Choukroun, producteur de l'événement à Tel Aviv sur Seine. Lionel, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Craignez-vous que suite à la polémique autour de cet événement, les gens aient tout simplement peur d'assister à Tel Aviv sur Seine ? Écoutez, vu l'engouement que cette manifestation génère, je suis plutôt confiant au contraire sur la forte mobilisation de celles et ceux qui considèrent que Tel Aviv est une ville joyeuse, festive et qui ont envie de participer à un événement populaire comme l'est Paris-Plage et dans l'esprit complètement de Paris-Plage. Alors 500 policiers mobilisés, les mesures qui ont été prises pour assurer la sécurité des participants, est-ce qu'elles ont été suffisantes selon vous ? Écoutez, je crois que la préfecture de police de Paris et la ville de Paris qui sont complètement impliquées dans le dispositif à la fois culturel et festif et en même temps dans la dimension sécuritaire sont complètement informés et prennent toutes les dispositions nécessaires. Donc nous sommes complètement confiants de ce point de vue-là et nous leur faisons entièrement confiance. Alors vous qui êtes le producteur de l'événement, vous avez sans doute suivi cette polémique. Est-ce que dans l'ensemble, vous êtes satisfait de la manière dont la mairie de Paris a géré cette controverse ? Écoutez, la mairie de Paris a été à l'initiative avec la mairie de Tel Aviv de cet événement. Ils ont été d'un soutien absolu, total, sans ambiguïté concernant cet événement, comme je le disais tout à l'heure, festif et culturel dans l'esprit de Paris-Plage, pour les Parisiens, pour les touristes. De ce point de vue-là, évidemment, c'est extrêmement encourageant et extrêmement
je dirais, un support extrêmement fort pour le producteur que je suis. Alors, une dernière question. Plusieurs associations ont annoncé qu'elles allaient manifester en marge de Tel Aviv-sur-Seine. Est-ce qu'il y a un risque que cet événement, qui avait un but uniquement culturel et festif, prenne finalement un tournant politique aujourd'hui ? Écoutez, du côté de Tel Aviv-sur-Seine, nous resterons sur cette ligne-là, qui est un événement culturel et festif. Pour ce qui concerne les autres types de manifestations, je ne peux évidemment pas m'engager pour elles. Merci beaucoup, Lionel Choukroun, d'avoir répondu à nos questions. On part en Centrafrique à présent avec cette décision du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de renvoyer le chef de la mission de l'ONU après une série d'accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. Une décision qui intervient alors qu'hier même un communiqué d'Amnesty International condamnait justement les casques bleus en Centrafrique. Un sujet signé Solal Azeroual. Viol et homicide. Dans un communiqué accablant, l'ONG Amnesty International révèle ces crimes qu'aurait commis la MINUSCA. Composée de casques bleus, cette mission de l'ONU en Centrafrique ouvre une enquête interne. D'après les éléments dont nous disposons, tout porte à croire qu'un casque bleu a violé une fillette et que d'autres ont tué 2 civils de façon aveugle, détaille Amnesty International. À l'appui, une quinzaine de témoignages, dont la fillette concernée. Dans son communiqué, l'ONG réclame une enquête indépendante et la suspension des violeurs présumés. Immédiate, la réaction du secrétaire général de l'ONU condamne ces agissements. Ban Ki-moon insiste qu'aucune mauvaise conduite de cette nature ne sera tolérée dans les rangs onusiens. La MINUSCA ouvre une enquête et dit pratiquer une tolérance zéro en matière d'exploitation sexuelle. En terrain déjà miné, cette affaire rajoute de l'huile sur le feu. La justice française a ouvert une enquête sur 14 militaires français de l'opération Sangaris en Centrafrique, accusés du viol de 6 enfants. Début août, à Bangui, la MINUSCA est accueillie dans le quartier musulman du PK5 par des tirs de roquettes et de grenades. Jusqu'à l'opération française Sangaris de décembre 2013, le groupe rebelle Seleka contrôlait Bangui, la capitale centrafricaine. Depuis Sangaris, la MINUSCA a pris le relais pour assurer paix et stabilité. Mais à l'instar du quartier PK5, de nombreuses zones grises restent en proie aux groupes armés et au banditisme. Allez, on va évoquer cette escroquerie découverte aux États-Unis. 100 millions de dollars volés à de grandes entreprises de Wall Street, le tout grâce à des pirates informatiques ukrainiens, n'est-ce pas, Rudy ? Oui, et la malversation a duré 5 ans, donc elle est le fruit de l'association entre 2 pirates informatiques qui sont basés en Ukraine et une trentaine de traders à travers le monde. Il y a des Américains, des Français, mais aussi énormément de nationalités. Alors la fraude était simple, hein. Les traders donnaient aux pirates une liste d'entreprises qui les intéressaient, et dans ces entreprises, il y a des noms très très connus comme Boeing, Caterpillar, Hewlett-Packard ou encore Delta Airlines. Alors les hackers pirataient les 3 fournisseurs de communiqués d'entreprise. Les communiqués d'entreprise officiels, hein, ce sont dans le monde de la bourse les publications des entreprises dans lesquelles elles annoncent les résultats ou leur stratégie. C'est-à-dire on sait si une entreprise perd ou gagne de l'argent via ses communiqués, ou plus d'argent que prévu, atteint ses objectifs ou pas, ou si une entreprise délocalise. Et évidemment, toutes ces informations jouent sur le prix de l'action qui va ensuite monter et baisser. Alors c'est pourquoi les pirates pénétraient le système informatique, non pas des sociétés, mais des sociétés de diffusion de ces communiqués, et elles les volaient quelques heures avant ou quelques jours avant qu'elles soient rendues publiques. Donc ils les envoyaient par mail aux traders tricheurs qui étaient informés donc quelques heures ou quelques jours avant du contenu de ces communiqués. Exemple, par exemple, si vous avez une entreprise qui va annoncer des pertes, son action va évidemment baisser. Donc si vous avez des actions de cette entreprise, vous les vendez avant de connaître, enfin avant que le communiqué soit publié, et puis vous les rachetez quelques jours plus tard et vous gagnez évidemment de l'argent. C'est ce qu'ils ont fait avec par exemple les actions d'une chaîne de boulangerie cotée en bourse aux États-Unis qui s'appelle Panera. Eh bien, le Monde hier nous raconte que avec le système que je viens de vous décrire, en quelques jours, 3 traders ont empoché $1 million. Un système bien ficelé, mais est-ce que ça veut dire que les informations boursières finalement ne sont pas du tout protégées ? Visiblement, elles ne sont pas assez protégées. Les échanges boursiers, oui, sont protégés, mais là, il s'agit de piratage de simples ordinateurs avec des mails qui contenaient en fait des informations vraiment confidentielles et des informations qui valent cher. Alors, on l'avait vu il y a quelques mois avec l'affaire Sony, dans laquelle
des informations très gênantes avaient été piratées, puis rendues publiques par des pirates nord-coréens. En fait, on se rend compte que les entreprises n'ont pas pris la mesure des dégâts que peuvent causer un manque de sécurité dans leurs échanges sur la place publique. Merci beaucoup, Rudy Saada. En Chine, une énorme explosion hier soir dans un entrepôt de produits inflammables de la ville portuaire de Tianjin a fait 7 morts et près de 400 blessés. Les détails avec Elsa Mourg. L'explosion a pris la forme d'une gigantesque boule de feu de 100 mètres de haut selon des témoins qui décrivent une scène d'apocalypse. Et pour cause, les 2 explosions de cet entrepôt de produits inflammables avaient une magnitude équivalente à la détonation de 3 tonnes de TNT pour la première, 21 tonnes pour la seconde. Le drame meurtrier a eu lieu dans le nord de la Chine, dans la ville portuaire et industrielle de Tianjin, où des centaines d'habitants ont été blessés. Beaucoup sont en état de choc. Nous dormions à ce moment-là quand soudain nous avons entendu une explosion énorme. Dans notre dortoir, M. Song a été le premier à comprendre ce qui se passait. Après la 2e explosion, il nous a dit de sortir et de courir. Donc nous nous sommes précipités dehors ensemble et nous avons vu que tout avait déjà été démoli par les ondes de choc de l'explosion. L'onde de choc s'est propagée sur plusieurs kilomètres autour de l'entrepôt, créant d'énormes dégâts. Et plusieurs heures après les explosions, les secours bataillaient toujours pour contenir les flammes, tandis qu'une épaisse fumée noire stagnait dans les airs. Cette catastrophe s'ajoute à une longue liste d'événements similaires en Chine. La dernière en date, il y a moins d'un mois, dans le nord de la Chine, 15 ouvriers avaient été tués lors de l'explosion d'un site illégal de stockage de feux d'artifice. Une succession de drames qui pointent le doigt sur les normes de sécurité dans les complexes industriels chinois qui ne sont pas respectés par les propriétaires qui souhaitent économiser des frais. Également en Chine, le yuan enregistre un niveau de dévaluation le plus bas en 4 ans, 6,43 yuan pour 1 dollar. La monnaie chinoise a perdu 3,5% en Chine ces derniers jours et 4,8% sur les marchés mondiaux. On va tout de suite faire le point avec Steve Oana, professeur de finance à l'ESCP Europe. Bonjour. Alors, quelles conséquences va avoir cette nouvelle dévaluation du yuan ? À ce stade, c'est un peu prématuré pour répondre à cette question. Je pense que les pays les plus affectés sont ceux justement qui ont vu leur devise se déprécier énormément au cours des dernières années par rapport au yuan. Donc je pense à la zone euro et je pense également au Japon. Donc pour eux, le choc, à mon avis, est le plus important parce qu'ils vont être concurrencés maintenant par la Chine sur les marchés mondiaux. Pour le reste, je pense que c'est très prématuré encore de répondre à la question. Il se peut que ce soit juste un retour, à mon avis, assez salutaire des forces pour la détermination du prix du yuan. Alors, certains experts parlent tout de même de peut-être un début de dévaluation prolongée. Est-ce que finalement, ça risque pas de durer ? Très dur de répondre, très dur. Pour l'instant, il semble que le gouvernement justifie sa position en disant le yuan était surévalué nettement parce qu'il s'était arrimé au dollar et le dollar lui-même a connu un mouvement haussier par rapport aux autres devises. Donc laissons-le revenir à une valeur plus conforme à la santé actuelle de l'économie chinoise, de l'économie américaine. Et puis c'est tout, en fait. Et il n'y aura peut-être pas de mouvement supplémentaire du yuan après cette correction. Dans un cas comme ça, quelle pourrait être, par exemple, la réponse des grandes monnaies ? Est-ce qu'elles pourraient être obligées de dévaluer leur propre monnaie ? À mon avis, ça ne va pas se formuler comme ça, la question. C'est-à-dire que si jamais l'impact économique est très important en zone euro au Japon et que ça se traduit par un affaissement de la production industrielle, une perte de marché dans les marchés mondiaux, à ce moment-là, oui, la croissance va baisser, ils vont rebaisser leur taux d'intérêt ou refaire des politiques de quantitative easing, et à ce moment-là, la conséquence de toutes ces politiques d'assouplissement monétaire sera une baisse supplémentaire de l'euro et du yen, par exemple. Mais s'il n'y a pas d'impact prononcé sur la production industrielle, à ce moment-là, les banques centrales resteront sans réaction. Merci beaucoup, Steve Oana.
Élection américaine, il ne s'agit pour l'heure que d'un seul sondage dans un seul État, mais il fait du bruit. Le petit candidat Bernie Sanders vient de dépasser sa rivale et archi-favorite Hillary Clinton dans un État clé pour les primaires dans la course démocrate à la Maison-Blanche, alors que la candidate démocrate, justement, donnée jusqu'alors favorite, s'est vue critiquée par le candidat républicain Jeb Bush, notamment sur le retrait des troupes en Irak. Océane Nicole. La course à la Maison-Blanche se poursuit et du côté républicain, tous les moyens sont bons pour récupérer certaines voix. Dernier exemple en date, Jeb Bush, en retard dans les sondages face à Donald Trump, s'attaque frontalement à Hillary Clinton. Et c'est l'Irak qui est au centre des divergences entre les deux candidats. En cas de victoire, le républicain souhaite en effet renforcer les troupes américaines sur le sol irakien. Lors d'un discours en Californie sur sa politique étrangère, Jeb Bush a même fait porter la responsabilité de l'émergence de l'État islamique sur Hillary Clinton. L'État islamique a augmenté tandis que les États-Unis se sont désengagés du Moyen-Orient et ont ignoré la menace. Et où a été la secrétaire d'État Hillary Clinton dans tout cela ? Comme le président lui-même, elle s'est opposée à l'augmentation du nombre de soldats américains au Moyen-Orient et après, elle s'approprie les succès de ces opérations. Elle n'est allée en Irak qu'une seule fois. Qui peut sérieusement dire que l'Amérique et nos amis sont plus en sécurité aujourd'hui qu'en 2009, lorsque le président et la secrétaire Clinton sont arrivés au pouvoir? Ils ont voulu décider de l'histoire, mais ils ont échoué. L'équipe de campagne de l'ex-sénatrice de l'État de New York est montée au créneau, accusant Jeb Bush de réécrire l'histoire. Des coups bas politiques qui n'aident pas le candidat républicain à gravir dans les sondages. Jeb Bush est annoncé loin derrière Hillary Clinton dans le cas d'un affrontement direct. En attendant ce jeudi, un autre débat filmé sera diffusé sur la télévision américaine. Dans l'arène, les principaux candidats républicains. Maurice, si jamais Jeb Bush et Hillary Clinton se retrouvent en face à face, ça sera finalement un affrontement entre deux dynasties. Exactement, Éléonore. Hillary Clinton a été 8 ans la première dame des États-Unis avec son mari Bill à la présidence. Elle aura aussi passé 4 ans au département d'État dans l'administration Obama. Du côté Bush, il faut compter les 8 ans de la présidence de George Bush, auxquels il faut ajouter les 4 ans de George Bush père, sans oublier les 4 années de George Bush, vice-président de Ronald Reagan. Vous voyez, les dynasties se construisent aux États-Unis. Alors que ce soit Hillary Clinton ou Jeb Bush qui entre à la Maison-Blanche en 2016, le second mandat d'Obama, de son vice-président Joe Biden et de son secrétaire d'État John Kerry aura été la seule période de ces 44 dernières années aux États-Unis, soit 1/5 de l'histoire américaine, où un membre des familles Bush ou Clinton n'aura pas occupé une de ces 3 fonctions. Alors, les candidats Hillary ou Jeb ne cachent pas cette filiation au cours de leur campagne. Écoutez Hillary Clinton, alors qu'elle déclarait son entrée dans la course à la présidence pour le compte des démocrates, c'était en juin 2015 à New York. Four freedoms are a testament to our nation's unmatched aspirations and a reminder of our unfinished work at home and abroad. His legacy lifted up a nation and inspired presidents who followed. One is the man I served as Secretary of State, Barack Obama. And another is my husband, Bill Clinton. Two Democrats, guided by, that will make him so happy. They were and are two Democrats, guided by the fundamental American belief that real and lasting prosperity must be built by all and shared by all. Vous l'avez vu, Hillary a très envie de faire plaisir à son mari. On le sent d'ailleurs très admiratif de sa femme. Elle a toujours été admirative, d'autant qu'elle l'a toujours défendu, même dans les pires moments de l'histoire Lewinsky. Alors, le même mois, Jeb Bush entrait lui aussi à la course à la présidence pour les Républicains. Si Jeb n'utilise pas du tout le nom de famille et se fait appeler tout simplement Jeb, il ne manque pas de rappeler sa filiation. Écoutez, c'était en juin à Miami. Things like that can really happen. And in this country of ours, the most improbable things can happen as well.
Take that from a guy who met his first president on the day he was born, and his second on the day he was brought home from the hospital. The person who handled both introductions is here today. She's watching what I say, and frankly, with all these reporters around, I'm watching what she says too. Please say hello to my mom, Barbara Bush. On sent tout de même que les deux candidats utilisent l'un son mari, l'autre sa filiation pour susciter la sympathie du public. Hein. Exactement, c'est un argument qu'on ne cache plus dans ces deux dynasties. Et vous avez vu l'hommage à Mama Bush est très, très, très important pour les Américains. Très bien accueilli d'ailleurs. Très bien accueilli et très important pour les républicains parce que c'est vraiment une dynastie. Elle est à l'origine de cette dynastie. Il a bien expliqué que la première fois qu'il a rencontré un président, c'était à sa naissance. La deuxième fois, c'était quand on a ramené son frère de la clinique. Et la troisième fois, ça sera lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Tout d'abord, contrairement à ce qu'on a entendu tout à l'heure, en cas de confrontation Hillary-Jeb, c'est pas du tout évident que Hillary mène la course. Les derniers sondages qui ont été effectués montrent finalement qu'il y a une différence de 5 points à la faveur d'Hillary, mais les courbes sont inverses. C'est-à-dire quand Hillary descend en ce moment, Jeb remonte. Alors bien sûr, il faut compter aussi avec un outsider, vous le connaissez, il s'appelle Trump, Donald. Et là, il est donné grand favori. Qui est donné grand favori, mais tout le monde attend parce que là, l'extravagance et les provocations de Trump ont pour objectif les républicains, obtenir la présidence au sein des républicains. Dans les primaires, c'est pas encore dit que Trump est une notoriété au sein des électeurs américains. Les deux candidats aussi, Hillary et Jeb, se repositionnent politiquement tous les deux vers le centre. Hillary pour effacer son image de socialiste, de gauchiste, et Jeb, celle de conservateur. La lutte sera donc au centre des élections américaines. Et vous savez que, par exemple, Hillary, elle, construit toute sa campagne autour des problèmes intérieurs, de la santé notamment, alors que Jeb, lui, tente de construire une image de candidat républicain modéré, notamment par rapport au problème numéro 1 aux États-Unis, l'immigration. Vous savez que Jeb Bush est marié avec une Mexicaine et comprend parfaitement les problèmes de l'immigration. Troisièmement, les deux candidats sont financés par les mêmes hommes d'affaires américains. C'est-à-dire que lorsque vous prenez les listes des contributeurs à la campagne d'Hillary ou de Jeb Bush, vous trouverez pratiquement les mêmes hommes d'affaires. C'est-à-dire que dans les milieux d'affaires, on sait déjà que ce soit Hillary ou Jeb, ils seront soutenus par l'un des deux présidents. Merci beaucoup, Maurice Fergan. La tension monte sur l'île de Kos. Hier, des policiers ont tenté de contenir une bousculade de migrants à coups de matraque. La Grèce a dépêché des renforts policiers sur l'île, débordée par l'afflux de plus de 7000 migrants et réfugiés. Médecins sans frontières s'inquiètent. La situation sur l'île ces 2 dernières semaines a pris un tour consternant, a dénoncé l'ONG. Marie Peter. Des structures insuffisantes. Kos, petite île touristique de 33 000 habitants, comptabilise environ 7 000 nouveaux arrivants selon les autorités locales. Des migrants qui espèrent faire enregistrer leur présence sur le sol européen afin de pouvoir prétendre un jour au statut de réfugié. La police est gentille, très gentille, mais ils n'ont pas les structures administratives pour enregistrer nos demandes. Ils n'ont pas les équipes pour faire ce type de procédure. Les pays européens ont pour obligation d'identifier systématiquement tout nouvel arrivant, notamment en enregistrant les empreintes digitales, ainsi que le pays d'origine afin d'effectuer une première distinction entre les migrants dits économiques et ceux qui pourraient éventuellement obtenir un asile politique. Mais pour ces migrants, il y a urgence à pouvoir continuer leur périple vers un autre pays de l'Union européenne. Nous demandons que les procédures soient plus rapides. Il y a des femmes, des enfants, des personnes âgées. Tous sont malades, ils ont besoin de soins et il n'y en a pas ici. Donc nous avons besoin que cela aille plus vite, beaucoup plus vite, car la situation est très mauvaise. Certaines ONG, comme Médecins sans frontières, déplorent également le manque d'organisation des autorités grecques. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, près de 124 000 migrants sont arrivés en Grèce depuis le début de l'année. Une situation qui dépasse les possibilités de la Grèce, selon son Premier ministre, Alexis Tsipras, qui attend sur ce dossier une aide de l'Union européenne.
Une page santé à présent. Après la gangue et le chikungunya, les moustiques pourraient bien apporter un autre virus en France. Son nom, Zika, et il est mortel, Betsabé. De quoi s'agit-il exactement? Alors, le virus Zika peut passer inaperçu, comme il peut entraîner aussi de la fièvre, des douleurs musculaires, des éruptions cutanées, voire des complications neurologiques qui entraînent par exemple la paralysie des membres ou alors du visage, avec dans les cas les plus graves les muscles de la déglutition et de la respiration qui sont atteints, et aucun traitement ni vaccin n'est encore disponible à ce jour. D'ailleurs, l'infection est encore mal connue. Et pourtant, Zika n'est pas tout jeune. C'est en 1947 déjà qu'il a été identifié pour la première fois. Regardez, c'était en Afrique, en Ouganda. D'ailleurs, il tire son nom d'une forêt en Ouganda. On n'a pas les images, elles vont peut-être arriver. C'est en 2007 seulement qui a été l'origine d'une... il a été à l'origine d'une épidémie. C'était dans les îles Maps, c'est en Micronésie. Donc c'est toujours dans l'océan Pacifique cette fois-ci. Enfin, il s'est propagé ainsi vers la Polynésie française en 2013, touchant à 32 000 personnes. Il s'est même installé au Brésil au début de l'année. Alors aujourd'hui, en France, les départements les plus menacés se trouvent dans le sud-est et dans le sud-ouest de la France, où les gens sont inquiets, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des conseils de prévention? Est-ce qu'on sait quoi faire? Alors déjà, on comprend que les vacanciers donc importent ce virus lorsqu'ils rentrent de vacances, quand ils reviennent d'une zone contaminée, bien sûr. Et puis la propagation, comment elle se fait? Par le moustique tigre. Du coup, la prévention, elle peut s'opérer en deux volets. Voilà, ça c'est un zoom spécial pour les amis des moustiques. Vous avez d'une part l'isolement des cas suspects ou confirmés sous moustiquaire ou alors dans un local avec des fenêtres fermées. On évite ainsi la contamination des moustiques par ces personnes contaminées. Deux, il faut éviter de se faire piquer, tout simplement. Alors comment? D'abord, un bon conseil de prévention. Connaître son ennemi, c'est un peu à la guerre comme à la guerre. Sachez que le moustique est attiré par le dioxyde de carbone que vous expirez. Donc vous évitez de respirer, ou en tout cas trop fort et trop vite. La transpiration aussi. Donc plus vous courez, plus vous avez chaud, plus vous attirez les moustiques. Et puis même la bière, aux amateurs d'apéritifs, sachez que la bière attire les moustiques. Alors ensuite, il faut se tartiner. Et oui, alors vous avez les répulsifs, chimiques ou naturels. Alors pour les peaux sensibles, vous avez justement toute une panoplie d'astuces sur internet, comme ajouter à une infusion de thé une gousse d'ail pressée. Donc vous faites votre petit thé, vous pressez votre gousse d'ail et vous versez le tout dans un bol déposé sur une table ou une étagère. Ça doit sentir merveilleusement bon à la maison, accessoirement. Et puis alors en moins bio, vous avez aussi sur le rebord de la fenêtre une coupelle contenant de l'ammoniac. Apparemment les moustiques ont horreur de cette odeur. Et puis prévention toujours, alors décisive, les moustiquaires, c'est pas forcément très mobile, on peut pas se déplacer avec, mais en tout cas vous pouvez dormir à l'abri. Et puis le plus important, c'est éloigner les eaux stagnantes des habitations, puisque c'est là que les moustiques se reproduisent. Merci beaucoup Betsabé Salem. À suivre tout de suite, le Hamas aurait construit de nouveaux tunnels menant vers le territoire israélien. Ces mêmes tunnels au nom desquels la dernière guerre de Gaza avait été déclenchée l'été dernier. On en reparle juste après le journal présenté par Julien Ballot. Retour sur le plateau du Morning. Merci d'être toujours avec nous. On va tout de suite se rendre à Paris, là où dans quelques instants vont commencer les célébrations de Tel Aviv sur Seine. On rejoint notre envoyé spécial Daniel Haïk. Daniel, bonjour. Où en sont les préparations de Tel Aviv sur Seine? Bien, écoutez, pour l'instant, il n'est que 8h moins quart, heure de Paris, ici, et donc très peu de gens dans les rues de Paris, très peu de gens ici, bien entendu. La zone n'est pas encore ouverte, il faut avouer qu'elle est pour l'instant extrêmement bien bouclée, il n'y a pas véritablement d'animation, seules quelques rangées de mouettes et de pigeons sont là, ils attendent peut-être un spectacle que pourrait leur réserver ce Paris sur Seine, mais pour l'instant, donc pas véritablement d'animation, seul un cordon de policiers, de CRS extrêmement serré entoure ici donc cette zone où vont se dérouler ces festivités de Paris sur Seine. On parle de 400 à 500 CRS qui vont se
déployer dans le courant de la matinée pour essayer d'éviter des débordements, en particulier de la part d'ONG, d'organisations pro-palestiniennes qui ont l'intention de manifester un peu plus à la droite de cette plage de Paris où vont se dérouler les festivités en faveur de Tel Aviv, un peu plus sur la droite. Et donc tout est fait pour essayer d'éviter ce genre de débordement. On espère que le calme se maintiendra ici. Alors quel est le programme de la journée, Daniel ? Eh bien écoutez, les organisateurs ont voulu un programme festif et culturel, un programme en l'honneur de la ville de Tel Aviv, et donc il y aura ici des manifestations, des animations diverses comme des food trucks, comme des danses folkloriques à l'israélienne et un DJ à 19h pour clôturer une soirée donc en l'honneur de Tel Aviv. Ce qui est important de mentionner, c'est ce qu'il n'y aura pas. Il n'y aura pas de discours officiel. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne sera pas présente. Il n'y a pas également aussi ici sur cette Paris-Plage, sur Paris-sur-Seine, ici dans la plage qui est derrière moi, il n'y a pas de drapeau israélien. Tout est fait pour d'abord faire comme l'a souhaité la maire de Paris, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup de Parisiens ici présents, mais dans une certaine forme de discrétion. On sait que Madame Hidalgo a fait une distinction entre le gouvernement israélien, le gouvernement conservateur de Benyamin Netanyahou, et la ville de Tel Aviv, la ville progressiste et libérée de Tel Aviv et de Ron Hulday qui est un travailliste. Cette distinction a fait grincer des dents, mais du côté parisien, on veut à tout prix maintenir cette distinction, fêter ici Tel Aviv, mais peut-être pas obligatoirement l'État d'Israël. Merci beaucoup Daniel Haïk. On va en parler avec vous, Julien Baloul. Cette controverse, ça fait des semaines, elle a fait grincer beaucoup de dents. Le scandale rappelle une vieille fracture en France de politique. Oui, absolument, en France, au sein de la classe politique française. En réalité, Tel Aviv-sur-Seine a fait remonter une division qui date des années 2000, c'est-à-dire de la période de la seconde intifada, parce qu'on s'en souvient, au début des années 2000, il y avait énormément de manifestations dans les rues de Paris pour la cause palestinienne et contre la guerre en Irak, notamment. Les deux combats étaient souvent liés, et ça a révélé, si vous voulez, deux gauches et deux droites. On va regarder d'abord à droite. L'extrême gauche participait aux manifestations qu'on voit à l'écran. Elle s'était faite remarquer par des propos extrêmement anti-israéliens. À l'époque, on se souvient également du leader altermondialiste José Bové qui s'était rendu à Ramallah pour servir de bouclier humain à Yasser Arafat, qui était, vous savez, dans son quartier général assigné à résidence par l'armée israélienne. Le Parti socialiste avait une position bien plus modérée. À droite, les gaullistes étaient rangés derrière le président français de l'époque, Jacques Chirac, derrière la cause palestinienne. Et la deuxième droite, et c'était celle de Sarkozy qui a été allé rencontrer au milieu des années 2000 Ariel Sharon, alors que le président Chirac ne lui adressait pas la parole. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 10 ans après, en fait, même plus de 10 ans après, rien n'a changé. Il y a toujours deux gauches, celle de l'extrême gauche de Simonet, qui avait parlé d'une indécence politique totale de la ville de Paris en créant cet événement. Anne Hidalgo, donc du Parti socialiste, elle qui tente d'avoir une position plus modérée, comme dans les années 2000 finalement, avec le PS des années 2000, en condamnant d'une part à la politique, ce qu'elle appelle la politique brutale et violente de Netanyahou, et en faisant la différence avec Tel Aviv. On l'entendait tout à l'heure, Tel Aviv qui serait une ville modérée et en avance, et avec le soutien total de Manuel Valls, donc le soutien du Parti socialiste. Et à droite, on soutient également ouvertement l'événement. Il existe aussi un enjeu local. Oui, il y a un enjeu local, c'est évidemment pas le premier, mais il y a un affrontement en fait entre Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Nathalie Kosciusko-Morizet, la chef de l'opposition au conseil municipal. Les deux se divisent souvent autour du conflit israélo-palestinien, et il faut bien le dire, il y a aussi un combat autour des voix de la communauté juive qui est assez importante en région parisienne, à Paris, et les deux s'étaient rendus notamment par exemple en Israël lors de la campagne municipale de 2014. Nathalie Kosciusko-Morizet, plutôt son équipe, avait utilisé une photo, c'est celle de Anne Hidalgo sur la tombe de Yasser Arafat pour la critiquer sur ses positions sur le conflit israélo-palestinien. Voilà, on voit Anne Hidalgo sur la tombe de Yasser Arafat. NKM s'était également rendu en Israël. Delano avait téléphoné au maire de Tel Aviv en lui demandant de ne pas rencontrer NKM. Du coup, NKM avait fait un voyage purement high-tech. Donc
voilà un petit peu ce qui s'était passé des deux côtés. Mais en fait, ce qui se passe actuellement à Hidalgo, qui est critiqué par sa gauche pour l'événement de Tel Aviv sur Seine, il suffisait de remonter quelques semaines en arrière. Vous savez, Hidalgo était ici en Israël, elle était sur ce plateau. Elle avait été déjà critiquée par le parti communiste. Voilà, vous le voyez. Elle était critiquée pour sa visite en Israël et elle s'était justifiée en disant quoi? Les Palestiniens nous remercient de parler à tous les côtés. Jusqu'à maintenant, elle s'en est plutôt pas mal sortie sur cet exercice équilibriste. Merci beaucoup, Julien Balloul. On va parler de l'opération bordure protectrice qui a justement été évoquée par plusieurs associations pro-palestiniennes pour justifier leur opposition à Tel Aviv sur Seine. Et bien, un an après cette opération dans la bande de Gaza, des responsables de l'appareil sécuritaire israélien reconnaissent disposer d'informations selon lesquelles le Hamas aurait construit de nouveaux tunnels menant vers le territoire israélien. Ces mêmes tunnels au nom desquels la dernière guerre avait été déclenchée l'été dernier. Mais au sein de l'échelon militaire, on estime que les autorités israéliennes n'ont pas d'intérêt à ce stade à déclencher un conflit avec le Hamas. Maxime Pérez. Le 8 juillet 2014, c'est pour faire cesser les tirs de roquettes contre son territoire qu'Israël déclenche l'opération bordure protectrice à Gaza. Mais 10 jours plus tard, l'offensive terrestre marque un changement d'objectif. L'armée israélienne a pour mission de détruire les tunnels utilisés par le Hamas pour mener des attaques frontalières. Nous n'achèverons pas notre mission sans avoir neutralisé ces tunnels, dont le seul objectif est le meurtre de nos civils. L'opinion israélienne est sous le choc. Elle découvre la menace des tunnels. À plusieurs reprises, des commandos du Hamas s'infiltrent par voie souterraine en territoire israélien. Leurs attaques coûteront la vie à une dizaine de militaires de Tsahal et provoqueront la psychose dans les localités frontalières de Gaza. Il est impensable que les habitants d'Israël vivent sous la menace mortelle des roquettes et des infiltrations venant des tunnels de la mort, qu'ils puissent être tués par les airs ou sous terre. Pendant près de 3 semaines, des unités du génie militaire israélien s'emploient à localiser puis détruire les 34 tunnels identifiés par les services de renseignement. Le 5 août, Tsahal a achevé sa mission et se retire du territoire palestinien. La guerre n'est pas encore terminée, mais les responsables israéliens assurent avoir évité une catastrophe. Les capacités développées par le Hamas à travers la construction de ces tunnels auraient dû lui permettre de capturer et d'assassiner de nombreux civils et soldats israéliens par le biais d'une attaque simultanée depuis tous les tunnels menant à notre territoire. À l'issue du conflit, le gouvernement Netanyahou veut éviter une fronde et assure qu'il ne permettra pas au Hamas de rebâtir ces tunnels offensifs. Mais sa fermeté se heurte aux révélations de l'appareil sécuritaire. Depuis 2013, le cabinet de sécurité israélien connaissait l'existence des tunnels du Hamas. Pire, chaque mois, Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, recevaient un compte-rendu détaillé des services de renseignement israéliens sur l'avancée de cette menace. Pour éviter un embrasement avec le Hamas, les deux hommes avaient opté pour une politique de retenue et rejeté l'idée d'une attaque préventive. Aujourd'hui, c'est le même scénario qui pourrait se répéter. Alors Mathias, que s'est-il passé entre les déclarations des leaders et puis leur application sur le terrain? Bonjour Eleonore, les mots sont faciles, les actes le sont plus difficiles parce que concernant Benyamin Netanyahou et Moshe Ya'alon, effectivement ils ont une ligne, en tout cas ils sont qualifiés de faucons par le camp de la gauche et au sein même de la droite, faucons militaires, faucons sécuritaires. Force est de constater qu'effectivement il y a un clivage, un fossé entre les déclarations de Benyamin Netanyahou et de Moshe Ya'alon au sortir de ces 50 jours de guerre de bordure protectrice dans la bande de Gaza entre le Hamas et Israël et bien l'application sur le terrain parce qu'effectivement il existe toujours des tunnels offensifs parce qu'il faut bien faire la différence entre les tunnels de contrebande, ceux qui sont facilement repérables, et les tunnels offensifs qui partent depuis la bande de Gaza et qui pénètrent en territoire israélien à but terroriste et donc kidnapper, tuer et ensuite ramener effectivement des civils, des corps ou sans vie ou qui serviraient de monnaie d'échange. Effectivement, Maxime Pérez l'a déclaré, Israël n'est pas intéressé à aller de l'avant, c'est-à-dire à un nouveau round de confrontation. Israël surtout ne sait pas tout où sont les tunnels et effectivement il y a des constructions et la preuve en est, c'est qu'il a fallu arrêter
un cadre du Hamas, celui qui était en charge d'un tunnel à Rafia, pour savoir où était-il. Alors effectivement, on a parlé pendant des mois d'un nouveau de la Startup Nation sécuritaire, de ce nouveau système capable de repérer les tunnels. Force est de constater qu'il ne fonctionne pas à 100%. Alors concrètement, on ne sait pas encore vraiment combien de tunnels reste-t-il entre la bande de Gaza et Israël. Il y en a eu 36 d'abattus, en tout est détruit, en tout cas en tout et pour tout, pendant les 50 jours de conflit. Reste à savoir combien il y en a. En effet, il pourrait y en avoir un peu plus d'une dizaine entre la bande de Gaza et Israël. Il suffit d'ailleurs d'aller voir les personnes habitant notamment dans le kibbutz de Kerem Shalom, qui est à l'extrême sud de la bande de Gaza, pour qu'ils vous disent eux-mêmes, tous les soirs on entend des marteaux-piqueurs et des tractopelles quotidiennement fourrer le sol. Donc après, à moins de construction de building, ce qui n'est pas le cas, on parle de construction de tunnels actuellement. Merci beaucoup Mathias Inbar. À la une de l'actualité également, ce cessez-le-feu de 48 heures qui a débuté mardi matin entre le régime de Bachar el-Assad, ses alliés libanais du Hezbollah chiite et les insurgés syriens. Une trêve qui concerne plusieurs villes disputées du nord-ouest du pays et le long de la frontière libanaise. Dans le reste du pays, les violences ne connaissent pas de répit. Au moins 37 civils ont été tués dans des raids du régime à l'est de Damas. Cyril Amar. C'est un répit de courte durée, mais dans le grand vacarme du conflit syrien, le silence des canons est un fait rarissime. Un cessez-le-feu de 48 heures conclu mardi entre le régime de Bachar el-Assad et des groupes islamistes rebelles dans 3 villes disputées. Ici, dans la localité de Zabadani, dernier bastion des rebelles à la frontière syro-libanaise, c'est à 6 heures précises qu'a débuté la trêve. Plus au nord, les canons se sont tus au même moment à Foua et Kefraya, 2 des derniers villages chiites de la province d'Idlib, encore aux mains du régime. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le cessez-le-feu aurait été conclu directement entre les combattants du puissant groupe islamiste Ahrar Hacham et la milice chiite libanaise du Hezbollah, qui combat aux côtés des forces syriennes régulières. Pas de répit en revanche dans la capitale syrienne. Au moins 37 civils ont péri ce mercredi dans des raids du régime contre une zone rebelle à l'est de Damas. Une attaque qui fait suite à des tirs de roquettes des rebelles sur la ville et qui aurait tué 13 personnes, selon le ministère de l'Intérieur. Et c'est dans ce contexte que le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, s'est rendu hier en Syrie, Cyril, dans le cadre d'une tournée régionale. Et oui, visite de toute première importance à l'honneur, et ce pour 2 raisons évidemment. D'abord parce que l'Iran est le principal allié de Bachar el-Assad dans la région, et puis parce que Javad Zarif est arrivé hier à Damas avec dans son attaché-caisse un plan de sortie de crise pour sortir de cette guerre syrienne qui a fait 250 000 morts en plus de 4 ans. Un plan que Téhéran s'apprêterait même à présenter dans les toutes prochaines semaines à l'ONU. Imaginez-vous, c'était à peine pensable avant l'été. Alors pourquoi ? Bien parce que depuis le 14 juillet, date à laquelle l'Iran a signé cet accord sur son nucléaire avec les grandes puissances, eh bien, le régime de Téhéran est dopé et il veut prouver à la communauté internationale eh bien, qu'elle a eu raison de parier sur sa réhabilitation diplomatique, qu'elle a eu raison parce que l'Iran pourrait peut-être, ma foi, qui sait réussir là où d'autres plus grands et puis plus puissants que lui ont échoué. Alors qu'est-ce qu'on sait du plan de paix iranien pour la Syrie ? Alors s'il faut en croire les révélations d'un nouveau site d'information arabe qui s'appelle l'Arabi El-Jadid, le Nouvel Arabe, eh bien ce plan prévoirait d'abord un cessez-le-feu immédiat entre les parties. Les parties, et c'est là peut-être la grande nouveauté, qui conserverait les territoires qu'ils contrôlent, à savoir pour le régime de Bachar el-Assad, le grand littoral alaouite, et puis pour les rebelles, la province, le district d'Idlib, ainsi que d'autres régions, et puis évidemment la tenue d'élections législatives et présidentielles. Tout ça, évidemment, sous la supervision des Nations Unies. Mais les Saoudiens, qui sont les principaux soutiens des rebelles, ne l'entendent pas de la même oreille. Ça, c'est un euphémisme, parce que, évidemment, les Saoudiens, eux aussi, sont en train de préparer leur propre plan de paix pour une sortie de crise, donc en Syrie. Autre journal, autre révélation, il s'agit du Al-Hayat, qui, vous le savez, est détenu par des actionnaires saoudiens, et qui nous dit la chose suivante, eh bien, c'est que Riyad serait, tenez-vous bien, disposé à cesser toute son assistance aux rebelles syriens, mais ce, à une seule condition,
c'est que l'Iran et le Hezbollah libanais quittent définitivement le territoire syrien. Vous voyez donc qu'il s'agisse de faire la guerre au Yémen, en Irak ou en Syrie, ou de faire la paix, eh bien, on est encore dans ce grand jeu d'influence entre les deux grands rivaux sunnites et chiites de la région, à savoir l'Arabie Saoudite et l'Iran chiite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces dernières semaines, on a quand même l'impression que la machine diplomatique est relancée pour trouver une sortie de crise à la crise syrienne. Les chorégraphes, eux, sont russes, pas grusses, dans ce grand ballet diplomatique. Il se murmure même au Kremlin que Moscou pourrait très prochainement organiser un Genève 3. Merci beaucoup Cyril Amar. Restez avec nous. Dans un instant, on vous parlera des aéroports les plus extravagants au monde. C'est juste après un journal présenté par Sarah Gaudron. A tout de suite. Merci d'être toujours avec nous sur A24 News. C'est le morning. Les films français ont le vent en poupe en Israël, à tel point qu'un festival de films de comédie s'est ouvert ce mois-ci. Il a lieu dans toutes les cinémathèques du pays et permettra aux amoureux du cinéma de voir ou de revoir des classiques comiques du cinéma français. Lise Barenbaum. Oh là là, c'est le nom du premier festival de films français de comédie qui se tient du 28 juillet au 15 août dans plusieurs cinémathèques d'Israël. Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Sderot, Holon, Herzliya, Kiryat Tivon et Ashdod participent à l'événement. Un festival inédit qui s'est ouvert avec la projection des Vacances du Petit Nicolas, réalisé par Laurent Tirard et sorti en France en 2014. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, mes chers enfants, de bonnes vacances. Moi, c'est Nicolas et j'aimerais bien vous raconter mes vacances. Ce film, qui fait suite à la première adaptation de la bande dessinée sortie en 2009, a été présenté pour la première fois en Israël. Pour cette première édition, la programmation est des plus éclectiques. Des comédies romantiques, comme L'amour dure 3 ans, réalisé par Frédéric Becbédé, d'après son roman éponyme. Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie a un goût de goyave ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Eh ben, si tu l'aimes vraiment, vas-y, fonce. La vie continue. Ou, un peu beaucoup aveuglément, le premier film de l'acteur Clovis Cornillac. On a un grave problème d'insonorisation. C'est pas la peine d'essayer d'appeler le syndic. On n'est pas dans le même immeuble. Ça se trouve, on n'est même pas dans le même arrondissement. Alors. Mais il y a forcément un moyen de s'arranger. Je crois que j'ai rencontré quelqu'un. Non. C'est R.E.S.P.E.C.T. Bah oui. Parmi les films les plus récents, il y aura le dernier opus de Patrice Lecomte, 1 heure de tranquillité, avec Carole Bouquet et Christian Clavier. Je me suis dit, le jour où tu pourras écouter tranquillement Millioire, tu seras un homme heureux. Et lâchez-le, à la fin, c'est le mieux. Pour nous deux, elle sait. Tu te fais du souci pour rien, je te dis. Non, je te dis qu'elle n'a rien découvert. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnes? La fête des voisins. Bah, décidément, c'est vraiment ma journée, là. Mais aussi Nos femmes, réalisé par Richard Berry. Il est complètement HS. Je vais te le rétablir, moi. Les Gazelles de Mona Achache. On est parti. C'est quand même beaucoup plus rigolo de se retrouver célibataire à nos âges que de rester avec quelqu'un quand ça va plus. Et toute première fois de Noémie Saglio, qui a remporté le Grand Prix du Festival du film international de comédie de l'Alpe d'Huez. Attendez, la suite est gratinée, hein. C'est qui ce connard, là? C'est une femme. Mais t'es pédé, mon chéri. Olala propose également une sélection de comédies dramatiques, dont Tirer la langue mademoiselle d'Axel Ropert, 2 automnes et 3 hivers de Sébastien Bedbédé. Ce matin-là, il y avait du soleil, j'avais les yeux baissés. Je prenais un virage, les yeux baissés, donc on s'est rentré dedans. Désolé, ça va? Le festival fait aussi la part belle aux comédies du tandem Éric Toledano et Olivier Nakache, avec les projections de leur premier succès, Nos jours heureux et Tellement proches. Elle est de ce côté-là, la voiture. Merde. Vous aimez ce genre d'ambiance familiale? Lucien, viens ici. Hey, oh, ma veste! La pétition, mes enfants, bordel de merde! Mais rassurez-vous, toute cette petite famille est tellement proche. Olala rendra aussi hommage à des films incontournables du cinéma français. Les indémodables aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry.
Alors l'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch et le dîner de con de Francis Weber. Une belle tête de vainqueur. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Quand on est con, on est con. On a assez perdu de temps comme ça. À découvrir ou à redécouvrir jusqu'au 15 août dans tout Israël. Rudy, on parle avec vous de la Nouvelle-Zélande qui s'apprête, et ce n'est pas un fait si anodin que ça, à changer son drapeau. Vous allez voir, c'est une énorme machine. Alors c'est une idée qui a germé dans la tête du Premier ministre néo-zélandais John Key, c'était il y a un an. C'est une idée qui est devenue assez populaire chez les 4,5 millions d'habitants de cette île du Pacifique. Alors pourquoi changer de drapeau? Eh bien l'argument principal est simple. Regardez, en haut nous avons le drapeau australien et ses 5 étoiles, et en dessous le drapeau néo-zélandais. Ils ne sont pas allés chercher bien loin. Absolument, voilà, ça se ressemble beaucoup trop. Alors les drapeaux se ressemblent trop. Ça fait un peu le jeu des 7 différences. Oui, c'est ça, exactement. Et les Néo-Zélandais en ont assez d'être confondus avec leurs voisins. Autre raison, plus politique celle-là, dans un nouveau drapeau, on pourrait faire disparaître l'Union Jack que vous voyez en haut à gauche, le drapeau de la couronne britannique, une manière symboliquement de se défaire de l'influence de l'ancien colonisateur, même si la Nouvelle-Zélande fait quand même partie des pays du Commonwealth, c'est que ça ne va pas changer. Alors comment s'y prend-on pour changer de drapeau concrètement? Alors, si on veut le faire de la manière la plus démocratique possible, cela devient une énorme machine. Je vous le disais, première étape, vous invitez tous vos citoyens à faire des propositions. Il y a eu 10 292 propositions sur le bureau du Premier ministre, et comme vous le voyez, Betsabé a proposé ses services. Les citoyens ont été inspirés par tous les symboles du pays, les fameux kiwis, l'animal mascotte que vous le voyez là en version laser. J'ai vu celle de Julien. On ne comprend pas pourquoi. Le mouton nourricier ou encore la fougère argentée, le symbole des oui, c'est le symbole des All Blacks. Mais oui, c'est le symbole avec un petit oiseau. All Blacks, et c'est le symbole de l'équipe de rugby de la 15 du pays. Bien sûr. Alors donc parmi ces 10 000 propositions, 40 ont été sélectionnées. On va les voir. On retrouve énormément d'allusions au kourou. C'est une fougère naissante, le symbole aussi du pays, et donc la fougère argentée. Voilà les 40 propositions finalistes. Ces 40 drapeaux seront soumis courant septembre à un jury de spécialistes en vexillologie, c'est-à-dire l'étude de la collection de drapeaux. C'est très sérieux. Là, vous voyez le drapeau. Il y a un peu du copyright du drapeau français, là, non? Ah, ce sont les couleurs de la Nouvelle-Zélande. En tout cas, ça, le drapeau que vous voyez, c'est le favori du Premier ministre. Alors, en novembre, il ne restera plus que seulement 4 finalistes qui seront soumis à un référendum national, mais ce n'est pas fini. Parce qu'en mars 2016, dernière étape, le drapeau gagnant sera opposé à l'ancien drapeau, et donc là on va vraiment savoir. Il y aura un nouveau référendum pour choisir entre l'ancien et le nouveau. Absolument. Donc en fait absolument. peut-être tout ça pour rien. Voilà, absolument, exactement. mais c'est un bel exercice démocratique qui va quand même coûter, selon un journal local, la bagatelle de 26 millions de dollars néo-zélandais, soit environ 15 millions d'euros, d'organiser ces 2 référendums. Alors est-ce que changer de drapeau c'est commun? Est-ce que c'est déjà arrivé dans le passé? Alors entre les changements, oui, c'est arrivé en fait dans l'histoire, entre les changements de régime comme la chute de l'Allemagne nazie par exemple, ou l'arrivée au pouvoir des communistes en Chine, il y a eu des changements de drapeaux qui les ont accompagnés, les indépendances aussi, donc ça fait que de nombreux drapeaux ont changé entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et l'an 2000. Mais en fait les drapeaux ne cessent d'évoluer. Rien que ces 15 dernières années on a l'impression que ça n'a pas évolué, mais ça a évolué. Le JDD a regardé justement sur cette période très récente, eh bien d'autres drapeaux ont changé. Par exemple, là à gauche vous voyez le drapeau de la Libye de Kadhafi, tout vert, qui a été changé pour le retour au drapeau de la monarchie, donc nouveau drapeau libyen. Enfin, on a fait du neuf avec du vieux. Idem pour les drapeaux irakiens et afghans qu'on va voir aussi, qui ont gardé leur couleur, mais qui ont changé d'inscription après les différentes révolutions. Au Venezuela, alors là, regardez bien au Venezuela, avec l'arrivée de Chavez, le petit cheval dans l'écusson que vous voyez en haut à gauche, eh bien, il regardait vers la droite, et bien désormais, il regarde vers la gauche, puisque le Venezuela est un pays de gauche, et puis alors d'autres comme Chypre ou l'Azerbaïdjan, eux, ont fait un lifting juste pour le style. Alors vous m'avez promis pour finir un quiz autour des drapeaux. Oui, alors on va faire un petit quiz, on va regarder le Betsabé, vous jouez avec nous. On va regarder le premier drapeau, ça c'est très facile, vous allez vous en souvenir, c'est dans votre enfance. La RDA. La RDA, absolument, la RDA. Alors c'est oui.
Voilà, c'était le drapeau qui était d'usage de 1949 à 1990. On a repris après l'Allemagne nazie, donc les couleurs de l'Allemagne, mais en rajoutant, on l'a vu, le très mignon marteau et la faucille représentant du communisme. Allez, deuxième drapeau. Le Royaume de France. C'est Monaco, un truc comme ça. C'est la royauté française. Dis donc, je crois que vous avez lu ma fiche, Éléonore, parce que là, effectivement, il fallait le trouver. C'est le drapeau. Moi, je trouve que ça va très bien là, à Monaco, ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, ça, ce sont les listes. Le symbole de la royauté française. Et bien voilà, avant la Révolution française, la France, le royaume de France était représenté par ce drapeau. Alors là, si vous trouvez, c'est que vous avez vraiment lu mes fiches. On continue. Donc, je ne le dirai pas, donc. Ah, mais vous savez Éléonore? Non. Euro Disney. Je l'ai lu, mais je m'en souviens. Ah, vous l'avez lu. Alors, c'est le drapeau des Seychelles 1996. Troisième drapeau en même pas 20 ans. Donc, on voit ce drapeau de cette petite île. Et on va terminer alors avec un drapeau à la Paul Smith. Mais regardez bien, il va vous faire penser à quelque chose. Sublime. Regardez bien ce drapeau qui aurait pu être un drapeau qu'on voit très très souvent. Le drapeau arc-en-ciel? Non, absolument pas. Regardez bien les drapeaux. Regardez par exemple au centre. Alors en fait c'est le drapeau européen. Il y a dans ce drapeau toutes les couleurs des nations qui à l'époque où il a été proposé. Ils ont tout mis ensemble. Voilà, exactement. Et donc ça fait ce drapeau code-barre ou ce drapeau à la Paul Smith. Ils ont vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, ils ne voulaient pas dépenser pour ça. Non, ça c'était il y a une vingtaine d'années cette proposition. Et alors maintenant avec les nouveaux pays qui sont rentrés, le drapeau devrait être XXL. Voilà. Merci, il y a beaucoup de choses à dire sur les drapeaux. Beaucoup, oui, je vois ça. Je vais me lancer dans la VXXologie. On devrait faire une chronique hebdomadaire sur les drapeaux. D'accord, en parlant de drapeaux, on va parler d'aéroports. Ça se ressemble un petit peu. On vous a facilité la transition. Tout à fait, merci. Parfois, les retards ont du bon. Betsabé, vous allez nous l'expliquer quand, par exemple, l'aéroport vous permet de surfer sur des vagues artificielles ou de vous détendre sur un parcours de golf. Vous nous avez fait une sélection des aéroports les plus extravagants. Grandiose, extravagant. Direction tout de suite la Corée du Sud avec l'aéroport international d'Incheon. Regardez, il est situé à une 50aine de kilomètres de Séoul. Alors dans cet aéroport, vous pouvez trouver 2 cinémas, un musée, 7 jardins, une patinoire, un 18 trous que vous pouvez voir sur ces images. Et puis alors vous avez une petite particularité, vous allez voir les images tout de suite aussi, vous avez des... Regardez, toilette ultra sophistiquée qui offre le mode bidet même. Alors ça a été remarqué par les internautes qui ont posté cette vidéo. Alors en parlant de bidet, l'aéroport d'ailleurs d'Incheon est d'ailleurs le plus propre du monde. Alors apparemment toute trace d'ordure est immédiatement ramassée à peine tombée par terre. Et puis d'ailleurs vous pouvez même y prendre une douche gratuitement pendant que vous déposez votre costume en express au pressing. Voilà, si vous avez un mariage ou un rendez-vous important. Ensuite on continue avec l'Asie du Sud-Est, toujours l'aéroport de Singapour. Changi, à quelques mètres du kérosène des avions, un demi-million de plantes dans un jardin vertical sur 5 étages. Et oui, on aime bien faire les choses en grand. Une cascade, plusieurs cascades même. Et puis alors des cascades aussi pour les grands. Vous avez le plus gigantesque toboggan du monde. Vous allez voir tout de suite que ça amuse pas mal les futurs passagers. Et puis un toboggan qui est entouré de cinéma, piscine sur le toit, une centaine de postes internet gratuits et puis ces incontournables douches apparemment en Asie. Voilà, ça donne particulièrement envie quand même, plus que... On peut aller en vacances qu'à l'aéroport. Exactement. Ça vaut la peine d'avoir un avion qui est en retard. Alors en parlant de courant et d'eau, alors l'Europe aussi, on s'amuse avec un peu de surf cette fois-ci. Avant d'embarquer, c'est dans l'aéroport de Munich qui, jusqu'au 23 août, offre des vagues artificielles de 1,5 m de haut dans un bassin de 200 mètres carrés avec, rassurez-vous, Rudy et Éléonore, des sessions spéciales débutants. Alors si vous êtes plus en mood détente, on vous conseille retour en Asie, donc l'aéroport international de Kuala Lumpur, donc nous sommes en Malaisie, et son oasis naturelle. D'ailleurs l'aéroport est surnommé l'aéroport dans la forêt. Alors l'aéroport international de Dubaï, c'est plutôt là le temple du shopping détaxé avec un espace duty-free de 45 000 mètres carrés. Alors là, il faut être sûr d'arriver à l'aéroport 5 jours avant le départ de son avion si vous voulez mettre à profit votre petite économie. Des aéroports très impressionnants, mais pas que pour les passagers, Betsabé. Exactement. Alors même sans piscine ou terrain de golf à portée de main, messieurs, mesdames, vous pouvez toujours imaginer l'environnement parcouru par votre valise. Voilà le trajet d'un bagage en soute une fois passé le check-in à l'aéroport de Schiphol à Stockholm. Regardez.
Ah oui, même votre valise voyage... Il n'y a pas le moment où le monsieur la balance comme ça. Il y a toujours ce moment un peu traumatisant où on voit sa valise sur le tarmac. On n'aimerait pas être une valise. Bon, alors on a vacances oblige, période de vacances oblige, on a mis de côté la session valise perdue. Je pense que tout le monde a son lot de mauvais souvenirs. On ne va pas revenir sur ces épisodes dramatiques. En tout cas, merci de nous avoir fait partager ces aéroports. Il faut donc aller dans ces destinations pour pouvoir l'Asie du Sud-Est pour faire un petit peu toboggan avant de prendre l'avion. On n'a plus qu'un hôtel dans l'aéroport. Non mais ça c'est l'incontournable. Ils ont tous des hôtels. Merci beaucoup Betsabe Salem, merci Rudy Saada et merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dès demain, même heure, même endroit sur i24 News. En attendant, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet au www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. Vous y retrouverez l'essentiel de l'actualité, mais également la rediffusion de tous nos programmes. Restez avec nous. La suite de vos programmes dans un instant sur i24 News. Excellente journée à tous.